Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. D'abord, je suis très content. Il y a les fidèles qui sont là, puis de vous voir vous, parce que moi j'ai des enfants qui sont un peu plus jeunes, mais qui ont déjà vu Voyage au bout de l'enfer. Enfin, l'un est en hôpital psychiatrique maintenant, mais l'autre va très très bien. Ça va vous plaire. Alors, c'est un grand moment de découvrir ce film-là. Ça dure 3 heures. Le titre original, d'ailleurs, c'est pas Voyage au bout de l'enfer, c'est The Deer Hunter, qui veut dire le chasseur de daims. Vous allez voir à quoi ça renvoie dans le film. C'est au personnage joué par Robert De Niro. Et vous allez sans doute voir. Alors, évidemment, vous débarquez là dans le cycle, mais l'idée c'est que le cycle se poursuit, a débuté en début d'année et qu'on passait chaque mois, en gros, un film qui était un peu emblématique du cinéma américain des années 70, qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. Ce moment, cette espèce d'âge d'or du cinéma américain, avec des films comme Bonnie and Clyde, Le Parrain, Taxi Driver, Jaws, Les Dents de la Mer, ces choses-là. Et on a suivi le cycle chronologiquement. On a commencé en fait en 67 avec un film qui s'appelle Le Lauréat, vous avez peut-être vu, et on termine aujourd'hui avec Voyage au bout de l'enfer, qui est un film qui date de 78 et qui est pour moi le plus grand film américain de la période. C'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma américain, réalisé par un cinéaste qui s'appelle Michael Cimino. Alors Michael Cimino, c'est intéressant parce que c'est vraiment on peut dire que toute la dimension heureuse et tragique d'Hollywood se résume dans, on pourrait dire, sa personne et son trajet. Michael Cimino, c'est un cinéaste qui vient de la côte Est, qui fait des études de musique d'abord, plutôt un intello, qui fait des études d'architecture, qui vient d'une famille extrêmement intellectuelle de la côte Est. Et puis un jour, un de ses copains l'appelle, il s'est installé lui à Hollywood, et lui dit, il faut que tu me rendes un service, je suis en train d'écrire un scénario de science-fiction qui ne m'intéresse pas du tout, je ne sais pas comment en sortir, ça s'appelle Silent Running, est-ce que tu veux venir, Hollywood, la production te paye un hôtel à Los Angeles, et puis travaille avec moi. Et Cimino dit, bah, tiens, pourquoi pas, je vais aller passer mes vacances à Los Angeles, travailler sur ce scénario, il y va, il réécrit intégralement le script, un film qui s'appelle Silent Running, un film de science-fiction génial. Et en fait, le film va marcher et il va lui contracter le virus du cinéma. Et il se dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des films? Ça va pas être très compliqué d'écrire des scénarios, etc. Et puis Cimino, c'est un mégalo, un vrai mégalomaniaque. Total. Et il arrive à écrire un scénario qui s'appelle Le Canardeur. Vous avez peut-être vu ce film. Et il a l'idée folle, c'est un road movie, à l'époque, de le proposer à Clint Eastwood. Clint Eastwood, qui est la plus grande star du cinéma américain de l'époque. Et il envoie le scénario à Eastwood. Et Eastwood lui dit, c'est qui ce Michael Cimino? Je n'en ai jamais entendu parler. Et il lui dit, bah, pourquoi pas, le script est bon, mais c'est moi qui vais réaliser le film, pas ce jeune gamin. Et là, Eastwood rappelle l'agent de Cimino en disant, le script me plaît beaucoup, mais je veux pas de ce type-là pour le réaliser, c'est moi qui vais le faire. Et là, Cimino dit non, c'est moi qui ai envie de le réaliser. Et à l'époque, personne ne s'oppose évidemment à Clint Eastwood. Et Clint Eastwood est intéressé par la folie de ce jeune cinéaste qui à l'époque a 33-34 ans. Tiens, mais j'ai envie de rencontrer ce type qui, en fait, ose me défier. Et en fait, Cimino va rencontrer Eastwood et Eastwood lui dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que toi, qui est pas grand-chose, tu peux me diriger moi, Eastwood? Et Cimino lui dit, ben, y a rien, mais je le sais que je peux le faire. Et là, il y a un contrat entre les deux hommes qui va se passer, qui lui dit, bah, écoutez, voilà, tu as 3 jours de tournage sur Le Canardeur, si ce que je vois, ça me plaît, à ce moment-là, tu continues le tournage et tu le mènes jusqu'à son terme. Si ça ne me va pas, tu dégages, tu es payé, c'est moi qui reprends la réalisation. Et finalement, Eastwood va beaucoup aimer le travail de Cimino et va non seulement produire le film Le Canardeur, mais jouer dedans. Et le film sera un gros succès. Alors, c'est intéressant parce qu'on est en 74 à ce moment-là, et Cimino va attendre 4-5 ans avant de réaliser son deuxième film. Et son deuxième film, ça va être Voyage au bout de l'enfer. Il faut bien dire qu'à l'époque, Voyage au bout de l'enfer, ça parle évidemment du Vietnam, et ça reste un sujet très tabou dans le cinéma américain, le Vietnam. Il y a des films qui en ont parlé de façon indirecte, beaucoup, mais personne n'a encore fait véritablement un film sur la guerre du Vietnam. Et surtout, personne n'est parti, comme Cimino va le faire, tourner en Asie pour tourner ce film-là. Alors, je vous en parlerai après, mais Voyage au bout de l'enfer, si vous voulez, c'est à l'origine, on pourrait dire une espèce de miracle pour Michael Cimino, parce que Michael Cimino, là, il va arriver au sommet de sa gloire, il va toucher le fond 1 an et demi après, quand il va tourner La Porte du Paradis, je vous en ai déjà évidemment parlé un petit peu, et à l'origine, il a juste envie de raconter l'histoire d'une bande d'amis, des Russes orthodoxes de Pennsylvanie, qui sont des ouvriers sidérurgistes, qui un jour vont être confrontés à l'expérience de la guerre. Et Cimino a souvent dit, oui, ça parle de la guerre, et pas uniquement du Vietnam, c'est comment est-ce qu'une communauté
l'humanité réagit face à une catastrophe. C'est ça le vrai thème de Voyage au bout de l'enfer, même si cette catastrophe, elle s'appelle le Vietnam. Et évidemment, il a un casting de rêve, Robert De Niro, John Cazale, vous allez voir, celui qui joue le rôle de Stan dans le film. Alors c'est assez émouvant parce que John Cazale, vous allez voir celui qui est le plus maigre dans le film, qui a 42 ans à l'époque, c'est le mari de Meryl Streep qui joue dedans. Et à l'époque, Cazale est atteint d'un cancer. Et Cimino dit, il ne faut surtout pas que je dise à la production que John Cazale a un cancer, sinon ils ne vont pas l'assurer et je ne pourrais pas l'avoir comme acteur. Et donc il va cacher pendant une grande partie du tournage le fait qu'un de ses acteurs principaux a un cancer dernier degré, quoi. Vous allez le voir dans le film, c'est très émouvant parce qu'on sent que l'acteur qui joue là sait qu'il est en train de jouer son dernier rôle devant celle qui a été son ex-femme, qui est Meryl Streep. Et John Cazale, donc, Cimino va cacher l'état de Cazale et la production va un jour s'en rendre compte et va dire bah, maintenant on va tout refaire. Il est hors de question qu'on assure cet acteur-là, s'il meurt sur le tournage, c'est la catastrophe. Et là, il y a une fronde de tous les autres acteurs, Christopher Walken, Robert De Niro, qui se lient en disant bah, si Cazale est dégagé, nous, on s'en va. Et c'est pour ça que le film se termine comme ça. Et John Cazale va terminer le film et mourra avant sa sortie d'ailleurs. Il ne verra même pas le film terminé. Et voir, c'est celui qui a une toque très souvent. Hein, c'est le plus maigre d'entre tous. Et c'est pour ça que c'est aussi un film très très beau parce que c'est un film qui est un film monumental en 3 parties qui dure 3 heures. Vous allez voir, c'est l'avant, le pendant et l'après-Vietnam. Et en même temps, Cimino a beaucoup tenu à ce que ce soit comme une sorte de home movie, quoi, si vous voulez. Et donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sachant que Voyage au bout de l'enfer, quand le film sort, il a un succès. Le tournage dure 1 an et demi. Le tournage commence le 20 juin 1977. Et le film sort en décembre 1978 aux États-Unis. Il a un succès phénoménal. 5 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle pour Christopher Walken. Et à ce moment-là, Cimino est le roi d'Hollywood. Et d'ailleurs, c'est assez émouvant parce que celui qui va lui remettre la statuette de l'Oscar du meilleur film, c'est John Wayne à l'époque. Et ça sera la dernière apparition publique de John Wayne, qui mourra peu de temps après. Et d'ailleurs, Cimino, qui était un grand fan de John Ford, le cinéaste américain John Ford, était très ému que John Wayne lui redonne la statuette. Et évidemment, à cause ou grâce au succès de Voyage au bout de l'enfer, si vous voulez, il aura carte blanche pour son prochain film. Et ce prochain film sera La Porte du Paradis. Et là, ça sera un fiasco, on pourrait dire un des accidents industriels d'Hollywood, évidemment, qui s'appelle La Porte du Paradis, qui sera tourné en 80. Alors, une dernière chose, pourquoi est-ce qu'on termine le cycle avec Voyage au bout de l'enfer ? D'abord parce que c'est le meilleur film de l'époque. Bon. Deuxième chose, et pour moi c'est la plus importante, c'est qu'on a vu depuis des mois et des mois des films très critiques, assez déprimants, qui se terminent pas très très bien, avec des personnages schizophrènes. Donc c'est pas on n'a pas vu beaucoup de comédies, quoi, pour faire court, depuis quelques mois. Et ce qui est évidemment très intéressant avec Michael Cimino, c'est que lui, il arrive à la fin de cette période-là en disant ça fait 10 ans que le cinéma américain, en fait, fait une sorte d'autocritique, a tout cassé, a cassé tous ses mythes, a revu son idéologie, met en scène des personnages qui sont fous, des familles qui sont éclatées, le cinéma d'horreur, etc. Et lui, avec ce film, il se pose la question de la reconstruction. Hein, alors, attention, c'est pas du tout une démarche, on pourrait dire, un peu réactionnaire, comme sera celle un peu de George Lucas à partir de la fin des années 70, comme Star Wars ou American Graffiti. N'oubliez pas que Voyage au bout de l'enfer, son tournage commence au moment où Star Wars sort. On sent bien qu'on n'est plus du tout à la même période. Hein, il y a une autre Amérique est en train d'arriver, et un autre cinéma américain, si vous voulez. Et lui, c'est pas du tout un cinéaste, ni un film qui nous dit il ne s'est rien passé pendant 12-13 ans, les assassinats politiques, la guerre du Vietnam, le Watergate, on pourrait faire la liste, etc. Mais il y a un moment donné, il faut juste qu'on se repose la question, finalement, comment est-ce qu'on peut refonder le peuple américain après 15 ans de catastrophe ? Et le film, il se pose très exactement cette question-là. Donc, c'est pour ça que, on y reviendra après, la séquence de fin, regardez-la à l'aune de ça. Hein, c'est cette idée de la reconstruction. Voilà. Voilà. Alors, écoutez, bonne projection, il n'y a pas de coupure au milieu, évidemment, hein, on est d'accord, hein, c'est d'une seule traite, il n'y a pas brunch, etc. Donc c'est parti pour 3 heures, mais vous allez être devant un film qui pourrait, moi je l'ai vu 50 fois, qui pourrait durer 5 heures, qui pourrait durer 6 heures. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, je vais dire, c'est même pas uniquement américain, du cinéma tout court, évidemment. Donc bonne projection et on se retrouve tout à l'heure.
Évidemment, parler après un film pareil, c'est très compliqué parce que vous voyez, on n'a pas du tout envie d'entendre quelqu'un parler, ni envie de parler forcément après le film. Qui parmi vous l'a découvert ce film? Ouais. Et vos premières impressions avant qu'on en parle un peu précisément, est-ce que c'est un film qui vous a, voilà, qui pour vous est voilà, qui est un film qui compte, pardon? Vous savez que c'est à moi de parler, c'est ça que vous voulez dire? Et alors, c'est drôle parce que là, c'est une version, Jean-Paul, c'est une version DCP restaurée, c'est ça? Pas encore, hein? Ouais. Parce que alors la copie, elle est magnifique, mais il y a une faute de traduction qui est quand même, alors, qui est très problématique, qui est à la toute fin du film. Lorsque Angela, la femme de Steven, celle qui est catatonique, qui refuse de voir son mari, qui lui envoie des chaussettes, bon, et dit une phrase avant qu'il décide de lever le verre en souvenir de Nick, elle dit It's not such a great day. Et c'est traduit par il fait si gris. Alors la vraie traduction, ce n'est pas un jour si gris. C'est ça qu'elle dit exactement à la fin. Enfin, ce qui, moi, change, à mon avis, beaucoup de choses, puisque c'est la phrase pour une femme qui, dans le film, parle très très peu. Hein, symboliquement, c'est très important qu'elle prenne finalement la parole, juste après que Steven lui ait touché la main, et qu'elle décide de dire ça. Ce qui donne, à mon avis, une clé extrêmement importante sur ce que veut raconter finalement Michael Cimino. Évidemment, c'est un film totalement tragique, hein, c'est une descente aux enfers, mais symbolique et littérale. Le Saïgon qu'on retrouve à la fin du film, c'est vraiment une vision infernale partout. Le feu, le franchissement de la rivière, qui en fait est une sorte de symbolique du Styx, tout y est. Et on arrive au cœur de l'enfer, où là va avoir lieu ce fameuse séquence à nouveau de la roulette russe. Et en même temps, c'est une descente aux enfers, et le film, alors qu'il aurait pu aller jusqu'à la toute fin, vers quelque chose, s'arrêter grosso modo à la séquence de l'enterrement, hein, décide, qui pour moi, de toute façon, toutes les séquences du film sont sublimes, mais celle-là l'est particulièrement, où l'un va s'affairer en cuisine et commence à faire son omelette, faire des œufs. Chacun veut évidemment tenter de maintenir un semblant, on pourrait dire, de tenue, de communauté. Et elle dit ce mot très très beau, et alors c'est vraiment la vérité qui sort de cette femme qui n'en a quasiment pas dit un pendant tout le film, qui est « ce n'est pas un jour si gris ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux façons de regarder Voyage au bout de l'enfer, enfin il y en a sans doute beaucoup plus, mais soit une façon extrêmement, on pourrait dire, pessimiste, sombre et négative, à savoir comment c'est un film qui enregistre du début à la fin, on pourrait dire la destruction, la noyade d'une communauté, là d'origine russe, ukrainienne d'ailleurs très précisément, américaine, pour arriver avec cette idée que la guerre du Vietnam a complètement détruit cette communauté. À la fin, voilà, elle est en lambeaux. Et ou alors on peut voir aussi ce film, si on entend ce que dit cette femme, ce n'est pas un jour si gris, comme aussi la capacité d'une communauté à vivre et à tenter de trouver un peu le chemin, si vous voulez, de la reconstruction. Et moi, je pense que ce qui est très très beau à la fin, c'est que c'est un film qui a déclenché évidemment beaucoup de polémiques. Le film a eu beaucoup de succès, aussi bien critique que public à l'époque. Les Oscars dont on a parlé, c'est un film qui a été couronné de succès, mais alors que les États-Unis sont à peine sortis du Vietnam, les images que vous voyez à la fin, lorsque l'hélicoptère de l'armée américaine est balancé dans la mer de Chine, on est en 75, c'est l'image symbolique qui sonne la fin de la guerre du Vietnam, hein, alors que lorsqu'il rentre, lui, en fait, de Saïgon après la mort de Nick, on est en 74, donc c'est vraiment la toute fin, si vous voulez. Lorsque le film commence à être tourné en 77 et sort en 78, les plaies sont complètement encore à vif, évidemment. Et tous les gens qui ont manifesté, et d'ailleurs ce que dit la journaliste d'ABC News est intéressant, elle dit voilà, c'est aussi une guerre qui a été le moment d'une protestation qu'on n'avait jamais vue aux États-Unis. Et beaucoup à l'époque considèrent que les Américains ont aussi perdu, c'est partie des différentes théories qui s'opposent, ils ont aussi perdu parce que, au fond, sur le territoire national, il y avait trop d'Américains qui étaient opposés à la guerre. Et on se souvient à l'époque de Nixon qui disait oui, mais comme je ne suis pas soutenu par les médias, je ne peux pas gagner la guerre. Et beaucoup des conservateurs américains à l'époque reprochaient à une partie des contestataires, des gens qui étaient engagés contre la guerre du Vietnam, d'avoir au fond plombé la guerre du Vietnam. Alors après, évidemment, tout ça est beaucoup plus compliqué, mais c'est intéressant parce que lorsque le film sort, il déclenche donc des polémiques. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est
assez connu, c'est que lorsque Michael Cimino reçoit donc son Oscar. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que l'Oscar lui est donné par John Wayne, qui n'est pas à l'époque l'image d'un acteur du nouvel Hollywood hyper progressiste, quoi, si vous voulez. Lorsque Cimino reprend l'ascenseur des Oscars pour aller fêter ça avec ses amis, sa productrice, ses acteurs, etc., il est dans l'ascenseur avec Jane Fonda. Et Jane Fonda, à l'époque, au même moment, elle sort un film qui est réalisé par Al Ashby, qui s'appelle Coming Home, vous l'avez peut-être vu, Retour, avec Jane Fonda, Bruce Dern et Jon Voight, qui est un film sur le retour des vétérans du Vietnam. Et Jane Fonda considère que Je vous l'en fais est un film fasciste. Et elle refuse de serrer la main et même de parler à Michael Cimino. Pour elle, ce qu'elle vient de voir là, c'est une catastrophe. C'est une insulte à tout l'engagement, on pourrait dire, anti-guerre du Vietnam. Et notamment, pas tant à cause de la première et la dernière partie, évidemment. Ce qui va faire beaucoup polémique, c'est la partie centrale du film et la façon dont Cimino représente ce qu'est la guerre du Vietnam. Parce que la guerre, on y reviendra, elle est présente dès le début du film. C'est ça qui est très impressionnant. Et à la fin aussi. Mais on est au Vietnam, c'était tourné en Thaïlande, on est au Vietnam dans la partie centrale, une partie qui dure 35-40 minutes, qui est la plus courte des trois. Mais à l'époque, on reproche à Cimino d'avoir complètement simplifié, si vous voulez, le conflit à une bande de fous furieux, énervés, qui jouent à la roulette russe. Si vous voulez, c'est ça l'idée. On reproche ça à Michael Cimino et on lui dit mais la guerre du Vietnam, c'était pas ça, c'était pas une bande de fous furieux quelque part sur un petit îlot ou une maison sur pilotis, en train de jouer avec les Américains à la roulette russe. Bon. Et on a beaucoup reproché à Cimino ça, cette vision soi-disant totalement binaire, faisant des Vietnamiens, à chaque fois que les Vietcong arrivent dans le plan, c'est tout des tortionnaires. Le premier qui tue envoie une bombe dans une espèce de petit trou, le fait qu'il tue cette femme qui sort avec son enfant en lambeaux, voilà, c'est extrêmement violent. Et on voit bien que à l'époque, on reproche beaucoup à Cimino de ne pas avoir fait un film qui rende justice, soi-disant. On attendait de lui, sans doute, comme c'était le premier film qui était tourné en Asie du Sud-Est, et qu'il fasse un film qui soit objectif sur, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'ont fait les États-Unis là-bas, et il ne le fait pas du tout. On y reviendra. Qu'est-ce qu'il montre ? Quel est le statut de cette espèce de séquence centrale ? Est-ce que Cimino avait envie de faire un film qui montre exactement ce qu'était le conflit en Asie du Sud-Est ? Bon, évidemment pas. Est-ce que c'est pas plutôt une séquence qui nous montre, qui est une séquence totalement hallucinatoire et mentale. Moi, je pense que ce qu'il est en train de filmer là, c'est le précipité délirant de ce qu'est la guerre du Vietnam pour ces Américains-là. Il n'y a aucun désir d'objectivité. À aucun moment, on y croit un quart de seconde à ça. Simplement, c'est une séquence totalement cauchemardesque et qu'il a même, lui, résumé à la séquence de la fameuse roulette russe. Qui est, d'ailleurs, pour lui, la guerre du Vietnam, c'est ça. Tout simplement. Au fond, il ne filmait que la séquence de la roulette russe, il avait filmé la guerre. En tout cas, ce qu'elle produit comme impact, y compris psychologique, physique, sur les gens qui ont participé. Donc le film, il faut le rappeler, il y a eu beaucoup de polémiques sur la séquence du Vietnam, et évidemment sur la toute séquence de fin. C'est que beaucoup de gens, le dernier plan précisément, et beaucoup de gens ont dit, mais c'est quand même incroyable, cette communauté qui a servi en gros de chair à canon, qui a été détruite à cause de la guerre, et pour rien. Et à la fin, elle entonne God Bless America. Bon, ce qui est quand même... N'oubliez pas qu'on est en 78 et que tous des signes un peu patriotiques, un peu pro-américains sont très mal vus dans le cinéma américain de l'époque. On l'a vu là pendant 6-7 mois. C'est une décennie qui est très très critique à l'égard de l'idéologie américaine, de la dimension patriotique. Et là, Cimino ose à la fin de son film, après tout ce que ces gens ont vécu et subi, finalement, il chante God Bless America. Et Cimino a plusieurs fois... Alors, je ne sais pas comment vous le percevez d'ailleurs quand on voit le film la première fois, comment on ressent ça. Mais ce qui est évidemment très beau, c'est que c'est le moment, si vous voulez, et je sais que dans le film, la musique, le rituel a une place très importante, que ce soit d'ailleurs un mariage, un enterrement, des danses, etc., etc. C'est le moment où la communauté, en fait, se refondent. Et Cimino a toujours dit, au fond, ces gens-là, ils chantent God Bless America, c'est pas du tout, parce que c'est pas du tout un chant patriotique, c'est pas d'un seul coup une chanson qu'on chante pour faire allégeance à l'Amérique ou à son gouvernement. C'est la façon qu'ils ont de rejouer quelque chose de collectif à ce moment-là. C'est le tout début de la reconstruction. C'est pour ça que la phrase « ce n'est pas un jour si gris »,
Enfin, d'ailleurs, je ne comprends même pas cette traduction, c'est très étrange, parce qu'elle dit le contraire de ce que dit la fin du film. Hein, Angela, qui est celle qui est au fond du trou, qui a priori est celle qui, étant restée en Pennsylvanie, a vécu le plus durement en fait, ce qui s'est passé, prend la parole pour dire il y a un début de reconstruction possible. Hein, c'est de là qu'il faut repartir. Finalement, la communauté de Clairton, cette petite ville sidérurgique de Pennsylvanie, eh ben, elle va continuer. Hein, et ce moment du God Bless America, c'est pas God Bless America patriotique, c'est le God Bless, c'est une chanson comme I Can't Take My Eyes Off You au début du film, au moment de la séquence de billard, c'est un très très bon moment. C'est génial d'ailleurs, à mon avis, comment montrer la camaraderie entre différents individus. Ça, Cimino est très 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 fort hein, pour ça, pour faire croire immédiatement que cette communauté, on a l'impression qu'on les connaît depuis des lustres. Hein, d'ailleurs, si le temps passe vite aussi pendant ces 3 heures, c'est qu'on pourrait passer 5-6 heures avec eux. Au fond, ça devient la famille très très vite. Hein. Et ça, j'y reviendrai. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à donner tellement le sentiment de la vie dans un film hein, le sentiment que les personnages existent vraiment, ont toujours été ensemble. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma où des images possèdent autant de vie, mais au sens de réalité, hein, si vous voulez. Pas à un seul moment, on a le sentiment même que les acteurs jouent. Hein. Alors ça, Cimino a travaillé vraiment de façon particulière pour obtenir tout ça. Mais voilà, donc il y a eu plusieurs moments, mais les 2 moments qui ont fait polémique, indépendamment de la violence, évidemment, des séquences de roulette russe, mais c'est autre chose, c'était donc le moment du Vietnam et la toute fin. Et le film en plus se clôt hein, sur cet arrêt sur image hein, où les vers s'entrechoquent, God Bless America et générique de fin. Alors, on va pas parler de tout le film parce qu'il nous faudrait des heures. Vous comprenez bien que c'est un film qui est monstrueux. Il y a 2-3 petites choses que je peux vous dire. On peut dire la première, c'est alors peut-être on peut parler de la façon dont Cimino a fait pour donner le sentiment de vie dans ce film-là. Moi, quelque chose qui me semble hyper intéressant, c'est que les acteurs qui sont tous d'immenses acteurs, hein, parce que ce qui est drôle, c'est que le film, Cimino a tenu à ce que des acteurs très connus comme De Niro, Meryl Streep, John Cazale et John Savage et Walken, qui sont les 5 principaux acteurs du film, se mêlent avec de gens qui n'avaient jamais joué. Ce qui fait que toute la bande, par exemple, des copains entre eux, là, ils ont passé plusieurs semaines dans cette petite communauté de Pennsylvanie. Le film a été tourné en extérieur, en Pennsylvanie, dans l'Ohio, à quelques endroits comme ça. Et donc, ils ont passé beaucoup de temps avec eux, au point de devenir presque, à un moment, des habitants de cette petite communauté-là. C'est intéressant parce que tout ce travail préparatoire, évidemment, porte ses fruits à l'image. Et le personnage qui joue le rôle d'Axel, celui qui passe son temps à dire « fucking A ». Vous avez vu, c'est traduit par bordel. Il passe son temps à dire ça dans le film. Lui, c'est pas du tout un acteur professionnel. C'est un ouvrier hein, de cette usine qu'on voit au début du film, avec lequel se sont liés l'équipe du film, dont De Niro et Walken. Et Cimino lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas jouer dans le film? Donc c'est pas du tout un acteur, c'est un vrai ouvrier qui se retrouve intégré dans cette bande d'acteurs. Et je trouve que c'est très très beau la façon dont on y croit absolument. C'est-à-dire que cet homme qui n'est pas du tout un acteur joue avec De Niro et Walken et on se dit pas, oh là là, là ça sent vraiment l'acteur pas professionnel. Et là on sent les pros. Hein. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'aucun acteur ne tire la couverture à soi, aucun ne joue comme s'ils allaient tenter d'aller avoir un Oscar. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui c'est devenu assez rare ça. Des acteurs de cette trempe-là aussi bons qui jouent pas pour avoir un Oscar, si vous voyez ce que je veux dire. Ils jouent vraiment en groupe. Hein, on se dit pas, oh là, performance exceptionnelle, géniale. Ils jouent vraiment en groupe. Et Cimino a donc intégré ces acteurs dans la petite communauté à l'époque. Et le mariage que vous voyez, c'est un vrai mariage. Hein. Toutes les séquences de rituels sont des vraies séquences de rituels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mariaient à ce moment-là, et les 2 acteurs, donc Angela et Steven, à ce moment-là, se sont mêlés au mariage, hein, tout simplement du vrai mariage qu'il y a eu à Clairton. Et Cimino, ce qui fait qu'on est dans une séquence on a un film qui à la fois qui coûte 10 millions de dollars, qui est un film cher à l'époque, qui est très fastueux, évidemment des mois et des mois de tournage, dont les méthodes sont presque des méthodes de cinéma vérité, si vous voulez. Et ça se ressent à l'image. C'est-à-dire que la séquence du mariage, les cadeaux, les danses, les beuveries, l'église, tout ça, la plupart des gens qui sont là ne sont pas des figurants payés.
Alors qu'aujourd'hui, ou même sur la plupart des films, on dirait à 200 quidam, ben voilà, on vous donne 100 euros, 150 euros ou 200 dollars par jour, et puis vous venez faire les figurants, vous venez faire ceux qui dansent pendant le mariage. Et ça sonne tellement souvent faux. Moi, ça m'amuse toujours dans les séquences de figurants, il faut toujours regarder les figurants. C'est très dur pour un figurant de jouer. Quand vous regardez, on voit qu'ils sont obsédés par les vrais acteurs du film. C'est rarement crédible des foules de figurants au cinéma. Et là, ça l'est parce que ce ne sont pas des figurants. C'est-à-dire que Cimino leur a expliqué au moment du tournage, voilà l'idée de cette communauté-là, ils vont partir à la guerre, et donc il a expliqué vraiment ce qu'il était en train de filmer, et les acteurs font partie de votre communauté, donc faites en fait comme si nous n'étions pas là, quoi. Et donc il a mêlé les acteurs à cette vraie communauté, et je pense que ça se sent terriblement dans le film. Cette espèce d'effet de proximité passe par la façon aussi dont Cimino a tourné, me semble-t-il. Ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, Cimino parle souvent de son film, de Voyage au bout de l'enfer, et notamment de la première partie. Il en parle comme d'un home movie. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est qu'un cinéaste puisse parler d'un film si ample, si ambitieux, comme d'un home movie, quoi, d'un petit film de famille tourné en Super 8, etc. Et on comprend ça parce que, évidemment, pour toute la communauté qui a joué dans le film, pour le fameux John Cazale qui mourra peu de temps après, etc., pour tous ces gens-là, le film, c'est d'abord un home movie. Alors c'est quoi un home movie? C'est un film de famille comme on en peut en faire souvent. On prend sa caméra et puis on filme ses parents, ses enfants, son chien, à la plage, dans la cour, enfin peu importe. Mais il y a quelque chose dans le home movie, à mon avis, que capte absolument Cimino, c'est la dimension mélancolique. C'est que quand on fait un home movie, c'est pour retenir un présent dont on sait qu'il va passer, quoi. C'est ça que c'est très sombre un home movie en fait. C'est à la fois très gai et quand on regarde un home movie, on trouve ça toujours extrêmement triste. Vous voyez, on est toujours pris dans un mélange à la fois de gaieté et d'immense tristesse, quoi. Et je pense que ce que capte Cimino là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il fait aussi le home movie des conditions de tournage, des gens qui étaient là, de John Cazale qui mourra peu de temps après. Et ce qui fait qu'on a le sentiment de pas du tout être devant un film, mais d'être devant cette espèce d'un faux présent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est rarissime au cinéma d'avoir ce sentiment-là. Parce que même, évidemment, vous pourriez me parler du Guépard de Visconti, évidemment qu'on sent que Cimino a des influences qui s'appellent Visconti et Ford. On en a déjà parlé, et dans ce film, ça se sent terriblement. Bien, la grande séquence de mariage, on est entre la poursuite infernale de John Ford et le Guépard, si vous voulez. Le problème, c'est que tout ce qui est le côté fastueux du Guépard, là, on est parmi les prolétaires, et les séquences de danse ordonnées chez Ford, là, elles sont complètement chaotiques. Il reprend, mais il détourne complètement les motifs des films de Ford et de Visconti, mais on sent dans ce film-là que ce sont vraiment ces deux grands modèles, si vous voulez. Et donc, le home movie, c'est quoi? C'est comment, finalement, filmer le présent, d'où la dimension mélancolique d'ailleurs, mais du point de vue de sa perte immédiate. Je ne sais pas si je suis clair, parce que c'est ça quand on fait des photos. Mais c'est pour ça qu'il y a un côté extrêmement accessible et très touchant dans Voyage au bout de l'enfer, c'est qu'on a l'impression de voir un film de famille aussi. Et quand vous faites un film de famille, vous filmez la mort au travail. C'est-à-dire que pour moi, c'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire que vous emmagasinez du souvenir. C'est quelque chose que vous regarderez dans 10 ans avec ce mélange, on pourrait dire, de joie et de tristesse, si vous voulez. Et donc, Cimino, à la fois, il fait tout pour tout ait l'air extrêmement crédible, mais ce présent-là, on a l'impression qu'il est filmé du point de vue du futur. Comme si ce présent-là, il est déjà passé, il est en train de passer en permanence. Ce qui en fait des séquences qui sont très touchantes et assez poignantes pour cette raison-là. Ce n'est pas juste un présent factice, non, c'est le présent, mais du point de vue de sa perte immédiate. Et c'est ça que je trouve, moi, c'est pour ça que les séances de mariage, elles peuvent durer des heures et des heures, parce qu'il y a très peu de films, me semble-t-il, qui arrivent à capter exactement cette espèce d'endroit-là. Très peu. Et je pense qu'avec cette technique, sous les du home movie, à la fois, Cimino retrouve ce sentiment-là, puis il retrouve un de ses sentiments à lui, c'est un grand cinéaste mélancolique, Michael Cimino. Et on le voit, pas besoin forcément d'avoir Burt Lancaster contemplant la lune, comme dans Le Guépard, pour que le sentiment mélancolique naisse. Et là, d'ailleurs, toute la séquence du mariage, elle est très belle, parce qu'elle est complètement hantée par ce qui va venir après. C'est à la fois, c'est comme toujours chez Cimino, c'est un peu son côté Peckinpah, c'est-à-dire que dans chaque plan, il y a toujours un truc et son contraire. Le truc, c'est la vie, le mariage, la joie, etc., etc. Et le contraire, c'est la mort.
C'est-à-dire, on va partir, tu sais, si j'avais pu y aller aussi, le portrait des 3 qui vont partir. C'est très ambigu, cette espèce d'image, vous avez vu, des 3 grands portraits qui pèsent sur la salle de mariage. Ce portrait, il évoque à la fois, ça pourrait être 3 photos presque d'une fête de fin de campus, de jeunes qu'on célèbre. Donc voilà, on célèbre le fait qu'ils sont vivants, et en même temps on dirait aussi des portraits de morts, de gens qui sont morts. Et en fait on a à la fois la vie et la mort en même temps en permanence. C'est-à-dire que ces portraits ils sont très dérangeants. On a l'impression que les gens qui sont accrochés au mur, ils sont peut-être là, mais ils sont aussi déjà morts. Et évidemment, c'est ce qui va arriver pour une partie d'entre eux. Parce qu'il y en a un, en gros, il y en a un qui meurt, il y en a un qui revient complètement diminué, et l'autre qui revient mais qui ne trouve plus sa place, en l'occurrence Robert De Niro. C'est la destruction du trio amical, elle est absolue, si on veut, dans le film. Et dès le début, on se rend compte que c'est pour ça que moi j'adore la construction du film. Alors ça c'est un truc qu'adore Cimino aussi, évidemment. Heaven's Gate, c'était pareil. Vous avez vu La Porte du Paradis? Non? Oh là, ça il faut que vous voyez ça. On ne pourra pas le passer l'année prochaine, cycle italien, quoique, on va voir. Mais et La Porte du Paradis, c'est le film qui fait juste après Voyage au bout de l'enfer, là, qui dure quasiment 4 heures, et qui est dans sa structure assez proche. Et là, on voit qu'en fait, Voyage au bout de l'enfer est construit en 3 grandes parties. Ce qui est évidemment assez osé d'avoir comme ça 3 blocs, et c'est d'autant plus osé qu'on passe, souvenez-vous, du premier au deuxième segment en un plan. Ils sont George Zunda, qui est celui qui à la fin pleure devant son omelette, l'homme qui est un peu gros, etc., se met au piano alors qu'il rentre de la chasse, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette espèce de cabane, il est en train de jouer, il joue un nocturne de Chopin, et là il s'arrête, et puis on commence à entendre les pales d'hélicoptères dans le chalet, et cut, on est tout de suite évidemment au cœur de la guerre, De Niro qui a perdu connaissance, etc. C'est très très beau d'ailleurs, bon. Et pour moi, ça fait partie de ces raccords les plus audacieux de l'histoire du cinéma. Il n'y en a pas 36. Il y en a un qui est dans La Porte du Paradis, la même chose. Comment est-ce qu'on passe d'un plan à l'autre? On saute 20 ans tout de suite. Il y a le raccord de Voyage au bout de l'enfer. Après 1h05 de mariage passé avec eux, en un plan, on passe face à la guerre. Et puis, il y aurait le raccord de 2001 de Kubrick, par exemple. C'est assez audacieux de faire ça. Mais alors, non seulement c'est audacieux, alors ça permet à Cimino de dire plusieurs choses. La première, c'est de dire, grosso modo, au fond, je ne cherche pas à masquer l'ellipse. Ils ont été appelés, ils se sont retrouvés un matin pour partir au Vietnam. Ils ont pris un avion et puis un bateau. Et puis peu à peu, non, pas du tout. Ils suppriment tout ça immédiatement, comme s'ils voulaient précisément, en ne gardant pas, on pourrait dire, tout ce qui a dû se passer entre le moment du nocturne, on pourrait dire, de Chopin, et puis le moment où on voit De Niro. Il a bien suivi 2, 3, 4 ans, un nombre de trucs incalculables. Cimino biffe tout ça en disant ce qui compte, c'est ce qui s'est perdu. Autrement dit, ce qu'il filme là, c'est la perte, en filmant cette ellipse monstrueuse. Ça, c'est très important. La deuxième, me semble-t-il, c'est qu'en passant si violemment de l'un à l'autre, il supprime l'idée d'un trajet. Autrement dit, l'idée d'une continuité qu'il y aurait entre l'Amérique et le Vietnam. Mais une continuité territoriale. Comment est-ce qu'on y va? C'est quoi le trajet pour aller de l'Amérique au Vietnam? Qu'est-ce qu'on prend comme moyen de transport? Combien de temps on met pour y aller, etc., etc. Là, il fait surgir le Vietnam exactement comme une sorte de continent, enfin plus précisément d'archipel d'ailleurs, mental. Il y a un côté totalement hallucinatoire dans la façon où il supprime tous les trajets. À chaque fois d'ailleurs qu'on retourne au Vietnam, on y arrive par un hélicoptère, en un plan, tout de suite. Alors, si vous avez l'occasion, parce que là, si je rentre là-dedans, ça va être beaucoup trop long, mais c'est de voir 2 films de John Ford, avec lesquels Voyage au bout de l'enfer converse terriblement. Parce que Voyage au bout de l'enfer, comme tous les films de Michael Cimino, ce sont des films qui ont tenté de reprendre la ligne de John Ford. John Ford, on a déjà beaucoup parlé ici, grand cinéaste de l'Amérique, de l'espace, du peuple américain, etc. Et Cimino, lui, à la fin des années 70, il a envie de reprendre cette ligne-là, cette ligne du mythe américain, en n'oubliant pas tout ce qui est plus possible, tout ce qui s'est perdu en 12 ans. Ce qui fait qu'à la fois c'est du Ford, mais ça montre que Ford n'est plus possible. Mais c'est aussi du Ford. Et il y a 2 films avec lesquels Voyage au bout de l'enfer ne cesse de dialoguer. C'est d'un côté La prière du désert, The Searchers, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé de ce film, notamment à propos de
Taxi Driver, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Searchers, ça a été un film matrice pour les cinéastes du Nouvel Hollywood. Et pour plein de cinéastes, évidemment, pour Scorsese, pour Paul Schrader, et en l'occurrence pour Michael Cimino. Donc c'est un film qui dialogue à la fois avec The Searchers, Prince du désert, et aussi avec le tout dernier film de John Ford qui s'appelle Frontières chinoises. Je ne sais pas si vous l'avez vu, film de 66, dans lequel John Ford filme, on pourrait dire, cette espèce d'une petite mission de jeunes, de bonnes sœurs en plein territoire mongol, exactement comme Cimino filme le Vietnam, comme un espèce de lieu totalement délirant, hallucinatoire, un précipité d'énergie refoulée, raciste, etc. etc. Et pourquoi je vous parle de Searchers? Parce qu'il y a beaucoup de citations permanentes. Alors, je voulais en faire, c'est un film qui cite beaucoup de films, mais en l'occurrence, des citations de La Prince du désert. Hein. Toute la dernière partie du film, par exemple, c'est un remake du film de Ford. Dans le film de Ford, souvenez-vous, John Wayne repart en territoire comanche pour aller chercher la fille qui a été, Natalie Wood, qui a été enlevée par les Indiens, la trouve un jour dans une tente de la convaincre de la ramener, et finalement va réussir à la ramener. Et donc, la troisième partie de Voyage au bout de l'enfer, c'est un remake total de Searchers, si ce n'est que, évidemment, De Niro n'arrivera pas à ramener autre chose que le cadavre de Christopher Walken, qui joue dans le film de Niro le même rôle que celui que jouait Natalie Wood dans le film de John Ford. Et là, amusez-vous à revoir The Searchers et à voir toutes les citations, hein, le bandeau rouge, la tente, le tripot, c'est-à-dire que tout ça sont des relectures, des lieux filmés par John Ford dans ce western de 57. Tout en permanence, Cimino fait référence à ça. C'est-à-dire que la troisième partie, c'est vraiment la version négative ou ratée de la traque de John Wayne dans le film de Ford, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, le film il cite plusieurs fois The Searchers, et notamment la toute fin de la toute fin de la seconde partie, du début de la troisième, lorsque Robert De Niro rentre chez lui. Tout le monde l'attend, Welcome home Michael, c'est très beau moment d'ailleurs, hein. Et il décide, dit au taxi de continuer de rouler, et il décide de ne pas venir. Alors c'est intéressant cette question-là. Pourquoi est-ce que à ce moment-là De Niro refuse, parce qu'il n'est pas accueilli par des étrangers, il est accueilli par le noyau dur, on pourrait dire ses amis, sa famille. Pourquoi il ne veut pas rentrer chez lui à ce moment-là? Et alors, il y a 1000 explications possibles. La première, on pourrait dire que le fait qu'il se tienne, souvenez-vous, au sommet de la montagne, à ce moment-là, il attend que tous les invités partent, Meryl Streep rentre et il descend. Cette séquence-là, elle fait référence au tout début de La Princesse du désert, lorsqu'on a la famille d'Eton Edwards, de John Wayne, qui attend sur le porche l'arrivée du héros de la guerre de sécession cette fois, alors que c'est le Vietnam dans le film de Cimino, et qu'enfin il arrive et est célébré comme un héros. Si ce n'est que cette fois, l'homme arrive à contre-temps et n'est pas célébré comme un héros. C'est ça qui est très intéressant, c'est que le film de Cimino, il est très problématique sur la notion du héros. C'est qui le héros dans le film? C'est-à-dire que De Niro, qu'est-ce qui lui arrive entre le premier volet, la première partie, et la dernière? Alors, parce que ce qui est évidemment très beau, c'est que généralement, quand un film, en l'occurrence là dans le film de Cimino, est découpé en 3 parties qui sont mais 3 parties très dures, 3 blocs verticaux comme ça, extrêmement forts. Il y a un, c'est pour mettre en évidence évidemment ce qui sépare un bloc de l'autre. On a parlé, la violence du raccord, comment est-ce qu'on saute en un plan de l'Amérique au Vietnam. Et en même temps, c'est aussi pour établir en permanence des rimes et des liens. Et là, parce que Le Voyage au bout de l'enfer fonctionne aussi comme une sorte de succession de reprises de motifs. Par exemple, la plupart des 3 parties s'ouvrent à chaque fois avec un feu. Le feu des aciéries, c'est l'ouverture de la séquence du Vietnam. Le feu du lance-flamme, c'est le début de la séquence de l'ouverture du Vietnam. Et le feu de Saïgon, c'est le début de la séquence de retour, etc. C'est qu'on a toujours, tous les motifs de la première partie en Amérique sont tous repris et développés au cours du film. C'est-à-dire qu'au fond, Cimino ne cesse de nous dire, pour ces Américains, le Vietnam, c'est l'ailleurs absolu. D'ailleurs, on n'y va même pas en avion, en rien. On peut qu'y sauter mentalement en un plan, tellement ça devient, c'est l'endroit à la fois des pulsions, le territoire de l'autre absolu. Ça fait 10 ans que la haine est cultivée à l'égard de ce territoire-là, mais qui est devenu un territoire mental. On n'y va même pas physiquement, c'est mentalement qu'on y accède. Et en même temps, c'est l'ailleurs absolu, et en même temps, cet ailleurs-là, on peut dire qu'il a contaminé l'ensemble de l'espace du film. C'est-à-dire que le Vietnam, il est présent
à la fois dans la première partie, le retour du béret vert. C'est une très très belle séquence, fuck it, celui qui ne veut jamais répondre, qui revient du Vietnam, qui a avec lui presque la pression de ce qui va se passer ensuite. C'est De Niro, regardez la tenue évidemment qu'a le béret vert quand il arrive au moment du mariage et la tenue qu'a De Niro quand il revient, c'est le même 2 heures plus tard. Bon. Et en même temps, donc on a en permanence le Vietnam qui est aux États-Unis et l'Amérique qui est au Vietnam, ce qui fait qu'à la fois Cimino filme une espèce d'écart monstrueux entre ces deux endroits, dont on a l'impression d'ailleurs c'est que des îles, il n'y a rien qui communique. C'est pas pour rien que l'endroit où a lieu la roulette russe est une maison sur pilotis. C'est pas un territoire, c'est un archipel. Et en même temps, il ne cesse de montrer au fond que l'enfer de la guerre, et ça aurait pu s'appeler le Vietnam ou la Corée ou peu importe, a contaminé l'ensemble du film. Le one-shot, par exemple, c'est très intéressant la façon dont le film utilise cette espèce de credo de De Niro au début. Souvenez-vous, mais moi c'est one-shot, le Dain c'est one-shot, c'est sa stature mythologique, et peu à peu cette espèce de credo qui pourrait être un credo mythologique du grand professionnel à la Howard Hawks, qui lui a besoin que d'une balle, c'est important, c'est l'homme qui est en rapport avec la nature, il lui faut pas une sulfateuse pour tirer un daim, c'est une balle, donc il a une stature mythologique. Comment peu à peu le film va dévoyer cette espèce de credo-là. Et ce qui au début est génial et mythologique, à la fin c'est ce qui provoque la mort de Nick. Et l'autre prend le bras, ah oui, one shot, je m'en souviens, il lui retire le bras et il se tire une balle dans le cerveau. Et c'est assez beau de voir comment ce motif du one-shot ne cesse de revenir, et plus il revient, plus il est complètement dégradé pour arriver à sa version totalement cauchemardesque. Et c'est pareil pour le trajet de De Niro, qui au début on se dit c'est lui le héros, et on comprend au fur et à mesure, et notamment quand au moment de son retour manqué au Vietnam, en Amérique, qu'au fond le héros du film il est double. Moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné dans Voyage au bout de l'enfer, c'est que et j'enlève là-dedans complètement le sous-texte, on pourrait dire homo ou gay, parce qu'à l'époque on a dit ouais mais bon, De Niro et Walken, il y a un côté homo. Non, ça n'a rien à voir du tout avec le moins de sous-texte gay ou homosexuel. Simplement, c'est un héros à deux têtes, Voyage au bout de l'enfer. C'est-à-dire que c'est pas uniquement Michael qui serait le héros du film, le leader de la bande, etc. On se rend compte que c'est Robert De Niro et Christopher Walken. Et quand on voit le film, on se rend compte que ce qui arrive à faire tenir le groupe, grand sujet du cinéma de Ford et grand sujet aussi, par voie de conséquence, du cinéma de Michael Cimino, quel est celui qui fait tenir la communauté dans Voyage au bout de l'enfer. On croit pendant un bout de temps que c'est De Niro, et quand Walken disparaît, on se rend compte que c'était les deux. Et que De Niro sans Walken, c'est plus rien. Il n'a plus sa place. Il y a souvent « je me sens pas bien, je me sens ailleurs », etc. Il y a la phrase pareil, très belle phrase de John Savage, il y a « I don't fit », à un moment donné, quand l'autre veut le ramener, de ce moment bingo, avec des vrais vétérans du Vietnam. Ça aussi, ça a été tourné au milieu de vrais vétérans du Vietnam. Et John Savage a passé pas mal de temps dans un fauteuil avec eux. Les gens qui jouent au bingo, c'est pas des figurants, c'est pas des acteurs, c'est des vrais vétérans du Vietnam de l'époque, qui sont, et d'où aussi la sensation de vérité immédiate de cette séquence. Bon. Et quand le personnage dit I don't fit, c'est-à-dire que je ne coïncide pas, je ne colle plus à l'espace. Et après, il faudrait rentrer en détail, mais c'est assez fascinant de voir combien toutes les séquences sont reprises entre l'avant, la première partie et la dernière, mais au milieu, il y a eu le Vietnam. Et comment le Vietnam a changé toute la donne de ces séquences-là. Là, il y a une séquence de chasse qui revient, une séquence de beuverie, le one-shot, le rapport avec Meryl Streep. On a l'impression que la troisième partie, c'est une sorte de remake de la première. Le problème, c'est que tout ce qui marchait encore à peu près dans la première ne marche plus du tout là. Tout ce qui était mythologique devient là juste cauchemardesque. Le one-shot, ça renvoie plus à la folie de De Niro qui se prend, comme l'autre lui dit, pour John Wayne. Ça renvoie juste à la guerre. Et autrement dit, tout ce qui était innocent avait une forme de pureté, de camaraderie dans la première partie, est complètement pourri, évidemment, à ce moment-là, par l'expérience du Vietnam. La séquence de la chasse tourne au drame, d'une certaine façon. La beuverie est triste, et on pourrait comme ça multiplier les exemples, ce qui fait que Cimino a tenu à ce qu'il y ait des échos et des rimes qui n'arrêtent jamais, en permanence, dans le film, entre la première et la troisième partie, et aussi la mise en scène, parce que c'est un truc qui est hyper important, c'est que dans la première partie du film, vous avez vu que De Niro, d'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, première séquence de chasse, ils partent tous les deux avec Walken, ils sont toujours ensemble.
Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour de revoir Voyage, regardez bien le rapport permanent entre Walken et De Niro. C'est vraiment un binôme, quoi, si on veut. L'un est la partie indispensable de l'autre. Hein. Et il ne faudra pas que tu m'abandonnes au Vietnam. Enfin, ils sont en permanence ensemble. Ils partent tous les deux à la chasse. Et il y a cette espèce de chœur très très beau qui résonne dans le paysage. Et on voit De Niro partir sur la crête. C'est un truc qu'a improvisé Cimino parce qu'un matin il se lève, il y a cette espèce de nuage. Je trouve ça magnifique. Et il dit à De Niro de s'habiller tout de suite pour tout de suite tourner ce plan-là, et on voit De Niro avec cette de tenue orange et son fusil est vraiment filmé comme à ce moment-là le héros américain parfait. Avec celui qui est en communion absolue avec la nature et qui ne va pas tuer un daim, non, c'est un acte mythique hein, qui va commettre. Il y a une dimension totalement, on pourrait dire, sacrée, hein, très très belle d'ailleurs dans cette séquence-là. La même séquence est reprise, je ne sais pas si vous vous souvenez de la troisième partie, mais cette fois, il y a une espèce de lac, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit son reflet, De Niro disparaît, il n'y a plus du tout, c'est la même séquence, mais ce qui était mythologique là, enfin, là devient presque anodin. Hein, c'est plutôt l'homme qui monte au sommet de la montagne, qui acquiert une forme de stature. Là, il disparaît du cadre et on s'en fout. Et ce qui est beau, c'est que De Niro occupe dans la première partie du film le centre du cadre. Il est toujours celui autour desquels tout s'organise. La voiture, hein, enfin le mariage, les séquences. On sent que c'est le leader, si vous voulez. Et dans la seconde partie du film, quand on regarde un peu précisément le film, on se rend compte qu'il est toujours sur les bords du cadre. Il n'arrive plus à être au centre du cadre. Il occupe parce qu'il n'y a plus de place pour lui. D'abord, c'est une métaphore évidemment de la place des vétérans d'une guerre, et en l'occurrence de la guerre du Vietnam, de la société américaine à l'époque, hein, qui n'avaient plus à réoccuper la société américaine, qu'il n'y a plus de place pour eux. Ils sont décentrés. Et ça, Cimino le filme très très bien. Ils sont plus au centre, si vous voulez. Et en même temps, De Niro, comme il a perdu, non pas son double, mais sa partie manquante, ne peut plus être... C'est là qu'on comprend que tout seul, c'est pas un héros, De Niro. Il lui fallait Walken. Et d'ailleurs, il y a énormément de moments où on passe de l'un à l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Walken est à l'hôpital américain, et puis il sort pour réactiver de sa poche ce portefeuille et voit la photo de Meryl Streep, geste que fera exactement un peu plus tard Robert De Niro. Hein, et d'ailleurs, c'est lorsque de Walken s'en va avec cette espèce de personnage un peu faustien, joué par un Français, hein, celui qui le conduit à l'enfer, hein, qui en fait c'est un peu sa bête de foire, son tueur, son joueur, lorsqu'il part avec lui en voiture et à ce moment-là Walken envoie son portefeuille dans l'air avec tous ses billets, et évidemment très symboliquement c'est De Niro qui récupère le portefeuille à ce moment-là. Autrement dit, dans le film, c'est le moment où De Niro doit récupérer aussi l'identité de Christopher Walken, hein. L'autre se décharge, il ne retrouvera plus jamais Nick. À ce moment-là, c'est fini complètement. Et le problème, c'est que De Niro n'a pas, au fond, les épaules pour être à la fois lui-même et Christopher Walken. C'est beau ce moment symbolique où il récupère le portefeuille. Ben maintenant, tu récupères dans le portefeuille, c'est mon identité et c'est aussi ma femme. Enfin, Meryl Streep. Il y a plein de moments extrêmement subtils comme ça dans le film qui montrent comment est-ce que le mythe, alors là pour le coup, du héros fordien, avec un personnage qui arrive, je veux dire, à faire tenir la communauté, y compris dans les moments de difficulté, qui sauve ses copains pendant la guerre du Vietnam, il revient à la fin, etc. Tout ça, ça a explosé. Hein, parce qu'évidemment, on avait un double. Hein, et l'un des personnages quitte évidemment le cadre, en l'occurrence Christopher Walken, hein, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup la façon dont les personnages sont traités, et y compris Meryl Streep, qui dans le scénario d'origine avait beaucoup moins de place, hein, mais il se trouve qu'au fur et à mesure du tournage, Cimino, De Niro trouvaient que le personnage était absolument fascinant, et je pense qu'il est vraiment fascinant. La qualité de jeu de Meryl Streep, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez été sensible à ça, mais la justesse permanente des petits détails. Lorsque De Niro revient avec avec sa tenue militaire, il croise un vieux dans la rue, qui est d'ailleurs un vrai vieux de Clairton à ce moment-là, qui reconnaît De Niro, et Meryl Streep qui ajuste sa coiffure discrètement dans le reflet de la vitre. Ça, c'est vraiment... Là, c'est quand même un film, on a le sentiment que réunir une bande d'acteurs de ce niveau-là pour un projet collectif, on a le sentiment qu'ils jouent tous, non pas chacun dans leur coin pour eux-mêmes, mais pour faire exister ce sentiment collectif. Pour moi, il y a très très peu d'exemples dans l'histoire du cinéma qui arrivent à ce niveau-là. Puis il y a donc très peu d'acteurs qui peuvent faire ce qu'ils font tous. Mais voilà. Non, mais vous voyez, ce que je trouve très fascinant dans Voyage au bout de l'enfer, c'est que
c'est que c'est un film qui, pourquoi on a choisi comme film pour clore le cycle, c'est qu'on a à la fois presque enfin résumé non, ça serait un gros mot, mais comme une sorte de palimpseste, tout ce qui a été cinéma de Nouvelle Hollywood, c'est encore là, hein, évidemment, la crise du héros, la crise des valeurs, tout y est. Et même cette espèce d'usine totalement écrasante. Par exemple, si vous êtes un peu familier des films de Ford et de Visconti, évidemment que l'ouverture du film dans la série, c'est une double référence à la fois aux damnés de Visconti et à Quelle était verte ma vallée de John Ford. Regardez Quelle était verte ma vallée de Ford, c'est évidemment un film qui hante totalement Voyage au bout de l'enfer, cette petite communauté, souvenez-vous, dans le film de John Ford. Bon, donc dès le début, on est dans un rapport extrêmement aussi signifié à l'histoire du cinéma. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un film qui, à la fois, on pourrait dire, est un palimpseste parfait de ce qu'est Nouvelle Hollywood, tout y est, absolument tout y est. Et en même temps, c'est un film qui, à cause de la période, à cause de la personnalité de Michael Cimino et de plein d'autres choses, hein, Cimino a jamais été quelqu'un qui s'est engagé dans les mouvements contestataires, pas plus qu'il était du côté des mouvements pro-guerre, il a toujours été un pas de côté par rapport à ça. Il l'a souvent raconté d'ailleurs lui-même. Hein, il ira notamment à Washington pour les marches des vétérans, alors plus personne n'y est. Il sera là pour l'inauguration du mouvement, du monument en mémoire de la guerre du Vietnam, qui est à Washington, construite par une architecte vietnamienne. Il sera là, un des rares à soutenir les vétérans qui sont là. Donc il a un rapport à la guerre qui est assez complexe, on pourrait dire. Et en même temps, c'est un film qui arrive à la toute fin des années 70 en disant, bon, maintenant, l'Amérique, on arrive à autre chose, qu'il faut continuer malgré tout. C'est vraiment ça le sujet de Voyage au bout de l'enfer. C'est qu'on avait une catastrophe qui s'appelle le Vietnam. Là, en l'occurrence, pour eux, c'est une guerre qui est terrible. C'est comment est-ce qu'on fait pour, malgré tout, continuer. Avec, là, je te reviendrai peut-être là-dessus, mais avec ce moment très bizarre qui est, parce que ça, vous avez vu d'autres films de Michael Cimino, à part donc, Voyage au bout de l'enfer, vous avez vu pendant La Nuit du Dragon, par exemple, Sun Chaser, Le Canardeur, Le Sicilien. Bon, c'est parce que Cimino, c'est un cinéaste très cohérent, c'est une œuvre, il a fait très peu de films, il a fait 7 films, son dernier film date de 95, et donc c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est vraiment une sorte de super auteur si on veut, et on voit combien les idées se poursuivent, et lorsqu'il réalise par exemple L'Œil du Dragon, si vous avez l'occasion de le voir, le rôle que joue Mickey Rourke dans L'Œil du Dragon, qui est le rôle d'un flic polac envoyé au Chinatown de New York, est une sorte de développement du personnage joué par De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. La suite, si vous voulez voir, si vous dites De Niro, qu'est-ce qui serait devenu De Niro dans 10 ans? La réponse, c'est L'Œil du Dragon. Hein. Et je dis ça parce que c'est intéressant, parce qu'on se rend compte qu'un des thèmes qui obsède le cinéma de Michael Cimino, comme Ford d'ailleurs, c'est évidemment cette idée de c'est quoi l'Amérique, hein? Tous ces gens qui viennent Cimino a toujours filmé des communautés d'immigrants. Dans La Porte du Paradis, ça raconte ça. L'Œil du Dragon, ça ne parle que de conflits entre des communautés d'origine ethnique différentes. Les Asiatiques d'un côté, les Chinois, les Italiens, les Polonais, etc. Et lui cherche toujours, se pose cette question-là, à laquelle Ford avait répondu par l'affirmative. Ford disait, ouais, mais quelles que soient les origines, à un moment donné, l'Amérique, c'est l'Amérique. En gros, toutes ces communautés peuvent se réunir et constituer, on en a déjà parlé, ce qu'on appelle le peuple américain. Et c'est pour ça que la séquence de fin, elle est bizarre, parce qu'on se dit, quand ils sont en train de trinquer God Bless America, qu'est-ce que c'est que ce plan-là? Est-ce que c'est un plan fordien qui nous dit, finalement, en dépit de tout ce qui est arrivé, en dépit de leurs différences, même si là, c'est pas un côté multiethnique, au fond, ça continue. Or, ce qui est assez beau avec Cimino, c'est que Ford croyait vraiment au fait que l'Amérique, c'est une idée à laquelle toutes les différentes communautés, quelles que soient leurs origines, peuvent un jour se rallier. Et tant que ça marche, l'Amérique marche. Bon. Cimino, on pourrait dire qu'il croit à ça, enfin, il voudrait que ce soit vrai, mais au fond, il n'y croit plus. Voilà, je pense que c'est exactement ça le cinéma de Michael Cimino. C'est-à-dire que dans L'Œil du Dragon, le personnage joué par Mickey Rourke, qui est aussi un flic polac, qui est un espèce de flic hyper raciste, qui passe son temps à dire mais nous les Polacs on était avant vous les Chinois, et l'autre dit mais non les Chinois ont construit le train américain, le chemin de fer. Donc c'est une espèce de petits combats de communauté sur la préséance des communautés aux États-Unis. Et à un moment donné, on le voit se tourner il est dans son bureau et il y a un drapeau américain qui flotte et il le contemple pendant 20-25 secondes.
Et c'est intéressant parce que ce plan-là ne dit rien d'autre que, au fond, c'est le moment où le personnage de Cimino contemple l'idée de l'Amérique, ce qu'il voudrait qu'elle soit et qu'elle n'est pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, on voit que Cimino reprend la ligne de John Ford et en même temps, à la fin, en 78, les conclusions sont plus les mêmes. Ford, c'est plus possible. Mais c'est quand même formidable d'y croire encore. Voilà. Je pense que c'est quand on a compris ça, d'abord on a compris plein de trucs du cinéma américain, mais on a vraiment compris ce qui relie comment est-ce qu'on passe de Ford à Michael Cimino, si vous voulez. Moi, je pense que ça fait vraiment partie de... C'est toujours intéressant dans l'histoire du cinéma américain de prendre des grandes lignes, de dire, tiens, comment se relie tel ou tel cinéaste. Et Cimino, c'est vraiment l'homme qui a repris Ford. Et donc, comme il a repris Ford, il a repris la Bible, quoi. Là, il y a aussi une ambition démesurée chez Michael Cimino. On voit bien que c'est pas un film fait dans la cave de grand-mère. Hein, c'est qu'il y a une ambition démesurée de raconter l'Amérique. Lui, il raconte celle des années 70. Et il racontera celle du début du 19e siècle dans La Porte du Paradis, film d'ailleurs qu'il fera juste après, puisque une semaine après avoir eu l'Oscar de Voyage au bout de l'enfer, il débute le tournage de Heaven's Gate, la Porte du Paradis, là pour lui, pour le coup, qui sera vraiment son vrai voyage au bout de l'enfer à lui, mais qui est un film, si vous avez l'occasion de le voir, mais il est ressorti il n'y a pas très longtemps, hein. Vous l'avez vu, hein, voilà, qui est un film extraordinaire, sans doute encore plus compliqué que Voyage au bout de l'enfer, plus difficile d'accès, plus d'identification, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est bien le même homme qui l'a fait et qui se pose les mêmes questions, hein, sur c'est quoi l'Amérique, et qui passe son temps à aller traquer l'origine du problème américain, si vous voulez. Hein. Là, en l'occurrence, l'origine, c'était ces immigrants qui arrivent et qui, suite au Homestead Act, n'arrivent pas à occuper leur petit terrain et qui sont mis sur une liste noire avec l'aval du gouvernement américain pour être supprimés, hein, par des entrepreneurs, des capitalistes, etc. Enfin, Heaven's Gate, c'est un film qu'il faut évidemment voir. Et si vous regardez Voyage au bout de l'enfer, Heaven's Gate, l'œil du dragon, parce que Cimino a conçu ces trois films-là comme une trilogie, vous avez l'histoire de l'Amérique, quoi. Je pense que c'est des films qui ont cette ambition-là. Maintenant, pour lui, c'est beaucoup plus dur de faire des films, mais à l'époque, ça avait cette ambition-là. Et bien voilà. Donc c'est la fin du cycle. On reprend, c'est quoi la date C'est en octobre, voilà. Donc voilà, si vous voulez quitter le territoire américain et partir maintenant en Italie, c'est à la rentrée, au mois d'octobre. On parlera aussi parfois de cinéma américain. Venez, parce que ce sont des films, sans doute, Jean-Paul a donné la liste tout à l'heure, ce sont des films sans doute moins connus, à part le Visconti qui ouvre Violence et Passion, mais sont des joyaux à découvrir, hein, ça vaut le coup, parce qu'autant le cinéma américain est par moments pas hyper connu, le cinéma italien, c'est la catastrophe. Pour le voir souvent avec des gens, des publics, des élèves ou autres, le cinéma italien, personne ne connaît rien. Et c'est vraiment dommage de se dire qu'à côté de Fellini, d'Antonioni, de Visconti, de Paso, de 4-5 comme ça, il y a un monde. Hein. Et donc là, on va faire une plongée vraiment dans l'âge d'or du cinéma italien. C'est-à-dire en gros les années 60, quoi. Hein, et là, c'est le plus grand cinéma du monde. Il est quand même en Italie dans les années 60. Il n'est pas en France, il n'est pas aux États-Unis, il est en Italie, quoi. Donc c'est là qu'on va aller, sur les bords du Tibre. Bon, passez une bonne soirée et puis bon été, parce qu'on ne se reverra pas avant la rentrée. Et merci de votre fidélité. Hein.